rebonjour à tous pour ceux qu'on n'a pas vu. Donc vous avez compris l'esprit de la première table ronde. C'est cette question autour des interactions qui peuvent se nouer entre Zone Atelier Alpes et Zabre. On en a parlé ce matin. Vous voyez que c'est une question qui arrive en fait presque spontanément quand on discute de la Zone Atelier Alpes. C'est ses relations avec la Zabre. Depuis très longtemps, on a repéré le fait qu'il y avait un espèce d'emboîtement géographique avec la zone atelier qui est dans son ensemble dans le bassin du Rhône, et donc c'est une zone atelier dans une zone atelier, et les discussions d'interaction entre ces deux dispositifs qui ont évidemment un point commun, c'est d'être des zones ateliers, mais en même temps aussi beaucoup de différences. Elles ont des modes de financement, des modes d'organisation, des tailles, des histoires qui sont très très différentes. Et donc c'est un sujet qui est récurrent dans le cadre de nos discussions, au moins dans le cadre de la zone Atelier Alpes. Et donc éventuellement parfois avec de l'incompréhension et des risques de pas bien se comprendre. Et donc depuis assez longtemps on s'est dit qu'il était aussi important d'avancer là-dessus. Et le mieux, c'est tout simple, hein, mais c'est de se rencontrer et de discuter. Alors je sais bien qu'individuellement, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez bien les deux dispositifs. Il y a des gens qui participent aux deux, donc on ne part pas de zéro. C'est pas une feuille blanche et puis on commence à découvrir qui est la ZA, qui est la Zabre. Mais c'est bien de refaire aussi un point d'actualité sur comment elle fonctionne. Je pense que nos collègues de la ZAP ce matin ont vu comment se structure la zone Atelier Alpes et notamment l'importance de son rôle d'observatoire autour de Sentinelle des Alpes. Et on fait un peu l'exercice, on commence par faire un exercice un peu inverse, avec nos collègues qui se présentent en mettant un petit peu aussi l'actualité de ce qui se fait dans la Zabre. Et puis ça doit susciter des débats, des discussions pour essayer de voir comment on arrive à construire ensemble, comment on construit sur des sites, comment on construit sur des thématiques communes, qu'est-ce qui est transversal et qu'on peut passer de l'un à l'autre, notamment entre les questions d'écosystèmes plutôt terrestres et écosystèmes aquatiques. Alors je vous propose de fonctionner de la manière suivante. Je vais vous laisser vous présenter, c'est peut-être plus simple, parce qu'en fait vous allez vous présenter dans vos présentations. Nicolas, tu peut-être fais un cadre un peu général sur la Zabre. Et puis après, l'idée c'était aussi d'illustrer avec des projets ou des actions qui sont menées dans le territoire alpin, avec des gens qui portent ces dispositifs, comme on verra peut-être demain aussi des gens qui portent les dispositifs, les différents dispositifs de Sentinelle des Alpes. C'est aussi bien de laisser la parole aux acteurs des différents projets. C'est comme ça qu'on peut créer des interactions. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un petit temps de questions. Après, chaque intervention pour réagir peut-être tout de suite sur le point évoqué directement. Et puis après, on peut se prendre un temps plus global pour discuter globalement des interactions Zabre-ZA. Nicolas ? Merci. Donc, moi, c'est Nicolas Lamourou. Je suis un des deux coprésidents de cette zone atelier, la Zabre, avec Laurent Simon, qui est de l'UMR 5023 au LENA à Lyon, qui est biogéochimiste. Alors, c'est pas une table ronde libre. J'ai eu des directives. On m'a dit n'utilise pas trop des sigles et des trucs compliqués, Oscar, RZA, LTER, etc. parce que tu paumes vite tout le monde. Donc je vais pas trop le faire. Je vais juste dire quand même quelque chose qui me paraît important, c'est que ces zones ateliers, donc il y en a 14 en France, elles ont quand même un double objectif, et c'est pour ça qu'elles sont dans des réseaux internationaux et tout ça, c'est de pérenniser des observatoires sur les écosystèmes, les sociétés et leurs interactions. C'est ça notre but ultime, que ce soit pérennisé, que ça reste dans le temps, qu'on ait des données de long terme, à la fois écologiques et sociales. Et puis, il y a un deuxième rôle, je pense, dans ces structures, c'est un rôle un peu de fédération qui groupent ou qui sont transversales au pôle universitaire pour que les gens se connaissent, ils sont sur des thématiques qui ont une certaine consistance, ils se rencontrent, et c'est aussi ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, de faire vivre une animation. Alors après, il y a tout un montage national européen avec ces systèmes, ces réseaux internationaux. Mais retenons ça, c'est que des fois, ils ont un jargon pas possible, c'est vrai, mais ils ont pour but de pérenniser tout ça et c'est important pour nous. C'est important scientifiquement et on a parlé des coûts de ces infrastructures ou de ces dispositifs ce matin, mais il ne faut pas oublier tous les bénéfices en termes de connaissances scientifiques, de production scientifique, et aussi en termes de sous et de détrébuchantes, parce que derrière ce label ou cette visibilité des zones ateliers, il y a aussi des projets qui se montent, et là ça se compte
en millions, en tout cas, et c'est beaucoup plus que les quelques sous que mettent les instituts au départ. Voilà. Donc il y a un effet levier sur ces choses-là. Mais retenons que le but, c'est vraiment de pérenniser des observations de long terme cohérentes qui intègrent l'écologie et le social. Ça va, c'était pas trop jargonique. Non, je permets de réagir. Simplement, je sais très bien que, notamment pour les collègues qui ne sont pas des filières universitaires ou recherche, le jargon qu'on utilise avec nos sigles là, d'Oscar, tout ça, toutes nos infrastructures de recherche, qui est notre mécanique, vous avez aussi la vôtre. Et c'est vrai que dans le cadre de la ZEDA, qui est d'abord un dispositif aussi porté par le CNRS, c'est qu'on utilise ces vocabulaires et des fois ça paume un peu les gens, mais derrière ces dispositifs et derrière ces sigles, je crois que le plus important, c'est de rappeler ça, quoi, la raison d'être de ces dispositifs. Voilà. Alors, la ZABRE, c'est la zone atelier bassin du Rhône. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous raconter un petit peu ce que c'est, mais je reste très général et puis n'hésitez pas à poser des questions. L'objet sur lequel on travaille, c'est celui qui est marqué ici. Donc, les écosystèmes aquatiques de surface et souterrains du fleuve et du bassin versant, les interactions avec les sociétés humaines, le fonctionnement de ces écosystèmes et les flux. S'il y a un mot qui est important dans la ZABRE, c'est les flux. On étudie l'eau qui coule, les flux d'eau, la gestion de la ressource, les flux de sédiments, les flux de substances et comment elles se transfèrent dans le bassin. On ne bosse pas beaucoup sur les sols, mais un petit peu jusqu'au cours d'eau. Et ensuite, comment les continuités, discontinuités du bassin interagissent avec ces flux. Les photos que j'ai mis là, avec notamment des photos alpines, je ne les ai pas mises pour vous faire plaisir. C'était déjà une diapo qui existait au moment de la présentation du dispositif. C'est parce qu'on bosse des flux, effectivement, des zones de production jusqu'à l'estuaire, encore qu'on bosse assez peu sur l'estuaire au sein de la ZAM. Alors, la zone atelier, c'est un peu un mammouth qui a un côté un peu patchwork des fois, mais qu'on essaye d'organiser de mieux en mieux, parce que derrière, il y a quand même 300 chercheurs et 23 labos, donc c'est quand même un gros truc. C'est la plus grosse au niveau des zones d'atelier françaises et sans doute européennes. Et de ce fait-là, on est organisé aussi en thèmes scientifiques, je ne vais pas les détailler aujourd'hui, et on est organisé autour de plusieurs sites. Passe la prochaine. Donc ça, je vous ai juste mis une carte des sites pour que vous voyez un petit peu ce qu'on fait. Je ne vais pas tous les détailler. C'est nos master sites, ce qu'on appelle dans le langage des zones d'atelier, sur lesquels, au sein de chacun de ces sites, on a des recherches interdisciplinaires qui mélangent systématiquement des aspects écologiques et socio-économiques avec des degrés divers, mais qui sont tous teintés par un thème particulier ou une question particulière. Alors je vais prendre quelques exemples pour vous donner une idée. Par exemple, celui que vous voyez en haut à gauche, c'est le site Ardières-Morcy. Donc là, c'est des petits bassins du Beaujolais où il y a eu des usages de pesticides et insecticides, où on s'interroge sur la diffusion de ces polluants en lien avec les pratiques et les sociétés dans les petits bassins versants agricoles. Il y en a un sur le Rhône où on s'intéresse, le Rhône lui-même, qui est aussi d'ailleurs interfacé avec un OHM, mais j'en parle pas de sigle. On s'intéresse aux flux de sédiments, de substances et à des questions de restauration, parce que le Rhône a fait l'objet de beaucoup de restauration dernièrement. Il y en a un sur les Cévennes, où il y a aussi de l'observation physique, d'autres infrastructures, où on s'intéresse aux événements extrêmes, parce qu'il y a des grandes sécheresses et des gros assecs très marqués, et également des épisodes cévenols avec des crues très fortes, etc. Je ne vais pas tous les détailler. Ce que je vais dire qui vous intéresse aussi ici, c'est qu'on a 3 sites qui sont en fait alpins. Donc il y a l'Observatoire des lacs alpins qui est aussi un site d'une autre infrastructure. Vous voyez, on peut se partager les sites, ça ne pose pas de problème. Il y a le site Arc-Isère qui est dominé par des questions d'hydraulique et de flux sédimentaires, mais pas que, et dont on parlera tout à l'heure avec mes collègues. Et puis il y a le site Drôme et Rivière en Trest, dont parlera Frédéric également plus tard. Donc on va parler essentiellement de ces sites-là en espérant que vous racontez ce qu'on fait sur ces sites, vous suscitera des idées sur ce qui peut être fait en commun entre les 2 zones ateliers et le réseau Sentinelle des Alpes. Alors je répète que notre objectif aujourd'hui, c'est de mieux se connaître. Mieux se connaître, ça veut dire se connaître sur nos compétences, nos sujets d'études, mais aussi sur nos partenaires. On l'a évoqué ce matin, on a des partenaires en commun, on peut citer l'AFB par exemple, et évidemment les partenaires internationaux et nationaux.
Mais on a aussi des différences avec nous, par exemple, des partenariats très forts avec les aménageurs sur les thématiques sur lesquelles on travaille, donc EDF, CNR, des fois Veolia ou Suez, etc. L'agence de l'eau, évidemment, est très très présente sur nos thématiques. Donc, cela dit, je pense que les recherches que vous faites ici intéressent ces partenaires et vice-versa. Je pense qu'il y a un ensemble de recherches sur lesquelles on travaille qui peut intéresser les parcs nationaux, les réserves et les partenaires que vous avez cités ce matin. Donc mieux se connaître, c'est ça. Ça va être une démarche qui n'est pas juste ponctuelle aujourd'hui. On a vraiment l'envie avec les responsables, Philippe et Thomas et l'ensemble de la zone atelier Alpes, de mieux organiser nos synergies à la fois du côté observatoire et du côté compétences scientifiques et partenariat. Donc j'espère que les exemples qu'on va vous donner ce matin vont vous donner des idées. Ça peut paraître assez évident que tout ce qu'on fait sur les bassins versants alpins finit par couler dans une rivière, on peut le dire simplement comme ça. Évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais de toute évidence, quand on bosse sur la biodiversité alpine, on a quand même beaucoup d'intérêt à regarder la biodiversité aquatique, la biodiversité terrestre et leurs interactions. Il y a aussi la diversité des habitats, la géodiversité alpine, des rivières qui interagit aussi avec les usages du sol, etc. Et quand on parle des usages et des territoires et de l'économie, évidemment, les questions de biodiversité, il faut les regarder. On ne peut pas tout regarder, on a parlé des mammifères ce matin, mais de la façon la plus intégrée possible. Et les usages de type station de ski ou canon à neige, par exemple, vont influer à la fois sur ce qui se passe sur les écosystèmes terrestres et aquatiques de façon évidente. Donc c'est ces pistes-là qu'on essaye d'identifier. Il y a quelques projets déjà en cours et on va essayer de les renforcer avec une animation plus coordonnée entre nos zones ateliers. Voilà, je m'arrête là et je vais passer la parole à mes collègues, ou à Jérôme plutôt, parce que de toute façon tu vas l'apprendre. Ça tu m'as repéré déjà. Non, simplement, là, tu nous as fait une introduction. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens à qui ça suscite tout de suite une réaction. Bon, comme tu étais dans le cadre général, on peut peut-être ensuite en discuter plus tard. Mais par contre, s'il y a des gens qui tout de suite voudraient réagir, on voit bien quand même qu'il y a la nature des partenariats que vous avez avec les acteurs du territoire sont effectivement d'une nature un peu différente de ce qu'on peut avoir, parce que les acteurs sont de nature différente. Et puis il y a, tu l'as dit, le mot clé, c'est le flux, quoi. Parce que vous êtes d'abord centré sur un bassin versant, c'est d'abord une logique bassin versant, et ce qui n'est pas toujours le cas des travaux que l'on mène ici. C'est une différence qui est évidente, et je crois que c'est plutôt la possibilité d'avoir des partenariats ou des synergies entre ces deux trucs, parce que nous, des fois, le côté flux nous manque. Ça, c'est un point de vue personnel, mais que je sais partager par au moins un certain nombre. Fred, je te laisse la parole. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Frédéric Liébaud-Hirstea, Grenoble. Je suis géomorphologue fluvial. Donc, je travaille sur les systèmes fluviaux alpins et je co-anime donc avec Florian Mallard, qui est hydrobiologiste à Lyon, le site atelier Drôme Rivière-en-Tresse de la Zabre. Donc, il faut savoir que c'est un site historique de la Zabre, puisqu'il était présent dès l'origine, dès le lancement de cette zone atelier en 2001, je crois. Et le site a évolué depuis, puisqu'aujourd'hui on s'autorise en fait à travailler sur l'ensemble des rivières en tresse alpines, ce qui n'était pas du tout le cas au départ, puisque le site était uniquement concentré sur le bassin versant de la Drôme et sa rivière. Donc on a élargi le spectre du site atelier de façon à pouvoir traiter certaines problématiques, notamment les problématiques de trajectoire morphologique, puisque ces rivières présentent également une certaine géodiversité en termes d'histoire, en termes de fonctionnement. Alors pourquoi un site atelier sur les tresses, donc les tresses, il faut savoir que c'est un style fluvial emblématique des Alpes. Les Alpes françaises, c'est le seul secteur aujourd'hui à l'échelle de l'ensemble de l'arc alpin où ce style fluvial est encore bien présent. Donc c'est un véritable patrimoine qu'on a à gérer aujourd'hui. Et c'est un style qui a subi des pressions très importantes, donc qui peut être considéré en voie de disparition. À l'échelle des Alpes, il n'y a pratiquement plus de rivières en tresse en Autriche. En Italie, il y en a très peu. En Suisse, j'en parle même pas. En France, on a encore un réseau intéressant à étudier. Les pressions, c'est quoi? C'est l'hydroélectricité,
les extractions de gravier, les endiguements essentiellement. Vous avez ici une carte qui vous montre en fait en rouge les secteurs de tresse qui ont disparu à l'échelle du XXe siècle, on va dire. Hein. Donc on voit qu'il y a eu un réseau très important qui a disparu, mais on garde quand même des secteurs intéressants, principalement dans les Alpes du Sud, où les rivières ont été quand même moins aménagées. Alors ces rivières en tresse, elles présentent aussi un intérêt très fort en matière de biodiversité, hein, puisqu'elles supportent des écosystèmes tout à fait remarquables, intéressants. Je pense qu'on peut parler de hotspot de biodiversité en termes de système fluvial. Vous avez ici un exemple dans la Drôme où on voit en fait cette mosaïque d'habitats très diversifiés sur un espace qui est quand même relativement réduit. Hein, vous avez une très très grande richesse en termes d'habitat, et cette mosaïque, elle est en fait très fortement liée à la dynamique morphologique très forte, hein, de ces rivières. Donc au niveau de ce site atelier, on va s'intéresser plus particulièrement aux interactions entre les flux liquides, solides, les flux sédimentaires, principalement la charge grossière ici, puisque c'est elle qui va être le moteur de la morphologie fluviale. Hein. On travaille finalement assez peu sur ce site, sur les transferts de fines. On s'intéresse plutôt au gravier. Donc les formes, les flux, l'écologie de la rivière, tout ça c'est en interaction et on essaye de produire de la connaissance sur ces aspects-là. Et puis le site, il a aussi pour vocation d'amener des éléments, des éclairages, hein, par rapport aux politiques de gestion de ces rivières. Je pense qu'on peut passer sur la diapo suivante. Donc très rapidement ici, j'ai simplement indiqué un certain nombre de projets récents ou en cours qui concernent ce site atelier, avec notamment 2 projets espace alpin. Un premier qui porte sur la restauration hydromorphologique des rivières alpines. Alors ce n'est pas uniquement les tresses, mais nous, ce projet, il nous permet notamment de travailler sur 2 opérations de recharge sédimentaire d'envergure dans les Alpes françaises. Vous avez le cas du Buèche, en aval du barrage de Saint-Sauveur, où on réinjecte du gravier en aval d'un barrage pour stopper l'incision déjà de la rivière, et puis pour recréer de l'habitat, redynamiser la tresse. Et puis on travaille également sur la restauration du Haut-Drac dans le Champsaur, où là c'est 450 000 m3 de gravier réinjecté dans le système pour recréer une rivière en tresse dans un secteur où le Drac était en train de s'inciser en fait dans des argiles lacustres sous l'effet des extractions de gravier. Hein. Donc voilà, on fait tout un suivi de ces opérations de restauration. On utilise beaucoup les drones, l'imagerie haute résolution, on produit du MNT avec ça. On essaye aussi de cartographier les habitats, de regarder un petit peu comment la rivière recrée sa morphologie. C'est une collaboration aussi avec le LESEM, hein, sur Grenoble, qui, notamment en matière de production de ces images et de traitement de ces images. Le deuxième projet, c'est le projet SPER. Donc lui, c'est un projet qui porte plus sur la gouvernance, avec notamment des démarches participatives, expérimentales, qui sont notamment mises en œuvre dans le cadre de la révision d'un schéma d'aménagement du bassin versant de la Drôme, le SAGE Drôme. Donc ça, en fait, on invite les citoyens, hein, à participer à la politique de gestion du cours d'eau. Et puis, je signalerai aussi des observations plus sur le long terme qui concernent la rivière Drôme, avec notamment un suivi de la dynamique de colonisation végétale du lit qui a démarré en 2005 et qui est encore poursuivie aujourd'hui. Là, c'est toujours pareil, on utilise des images pour caractériser cette dynamique de colonisation végétale dans un lit en tresse qui est très forte dans la Drôme, principalement sous l'effet du forçage hydrologique. Hein. Ça fait, depuis 2005, on a une période d'accalmie hydrologique qui se traduit notamment par une expansion importante de la végétation dans cette rivière, avec aussi des transformations morphologiques associées. Et puis, on peut mentionner aussi un travail récent sur la diversité, la structuration génétique des rivières en tresse, avec des études de gradient amont-aval, où on essaye aussi de faire le lien avec la continuité sédimentaire, hein,
continuité du transport solide. Donc là, on est véritablement sur les interactions morphologie et écologie. J'ai peut-être été un petit peu long, désolé. Mais voilà, c'était un petit peu pour vous brosser un peu le tableau de ce qu'on fait sur ce site atelier. J'imagine que ça peut susciter un certain nombre de questions, de remarques ou de points particuliers. Je pense qu'il faut que tu récupères un micro, Clotilde. Oublie pas de te présenter en 2 mots. Oui, ça marche. Donc Clotilde Sago du Parc national des Écrins. Et simplement par rapport aux rivières en tresse, il y a aussi sur le territoire du Parc des Écrins le site du Pré de Madame Carle à Val-Louise-Pelvoux, donc voilà, qui manifestement est connu, avec une problématique. C'est un des grands sites d'accueil du parc. La rivière qui est en train de récupérer son lit, y compris sur le parking et vers les bâtiments d'accueil. Voilà, donc je voulais juste parler de ça. Il n'y a pas de travaux sur ces espaces plutôt de haut bassin versant? Pour l'instant, on n'a pas véritable... Si, on a un petit peu travaillé quand même sur les systèmes proglaciaires en tresse, mais il n'y a pas d'observation long terme sur ces sites-là. Mais il y a en effet, je pense, il y aurait en effet des choses à faire, notamment en matière de... c'est une des grandes questions qui se posent aujourd'hui dans ces systèmes-là, c'est est-ce que le retrait des glaciers va entraîner finalement des crises détritiques, des forçages sédimentaires qui vont finalement se retrouver au niveau de la tresse, qui vont générer des phénomènes d'exhaussement, d'aggradation. Donc là, il y aura en effet des choses intéressantes à faire en termes de suivi de ces systèmes qui sont très en amont au sein du bassin versant alpin. Je passe la parole à Philippe. Oui, Philippe Scholler. Est-ce que sur ce dispositif, Rivière en Tresse, vous avez déjà un réseau de placettes permanentes pour des suivis, on va dire assez fins, de la végétation? Ou est-ce que c'est des choses que vous appréhendez plus par de l'imagerie et... Est-ce qu'il y a des botanistes qui travaillent pour dire les choses plus brutalement? Non, il y a uniquement la seule information qui est produite, c'est l'imagerie avec un travail plutôt sur les formations végétales, l'évolution, la dynamique de colonisation, en tout ça en lien avec la dynamique morphologique aussi, avec le bois mort. Il y a aussi des aspects très importants où on voit en fait que les zones de dépôt de bois mort sont des secteurs d'expansion à partir desquels la végétation va se diffuser, en fait, va se mettre en place. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, de suivi terrestre pérenne. C'est-à-dire il peut y avoir eu des choses qui ont été faites de manière ponctuelle dans le cadre de thèse, mais il n'y a pas un suivi sur le long terme pour l'instant sur ce site, faute de financement aussi. Moi, j'avais une question. Tu as évoqué des projets qui prennent en compte la population. Et a priori, comme ça, tu n'en as pas dit beaucoup plus. Est-ce que tu peux juste nous en dire un plus? Parce qu'a priori, on se dit que c'est 2 objets qui ne sont pas forcément très faciles à gérer ensemble. Enfin, d'une part, les rivières en tresse, qui sont un objet quand même très, très particulier. Et puis la population. Donc, je me suis interrogé sur ce que tu avais là derrière, quoi. Là, je vais peut-être avoir un petit peu du mal à répondre parce que je ne suis pas du tout partie prenante, je ne suis pas opérateur de recherche dans le cadre de ce projet SPER là, mais ce que je sais, c'est que la Drôme, c'est un site considéré un peu comme emblématique en matière de gestion intégrée de l'eau. C'est le premier SAGE qui a été signé en France, la Drôme, et on rentre aujourd'hui dans ce processus de révision du SAGE. Et notamment, dans le cadre de ce projet, on souhaite faire plus participer les citoyens dans ce processus de prise de décision. Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été organisés pour que les riverains de la Drôme viennent avec des propositions concrètes sur ce qu'ils aimeraient voir se faire en matière de gestion, en matière de un des gros problèmes qui se posent dans la Drôme, c'est qu'il faut réussir à restaurer, à concilier en fait la préservation de la qualité de la rivière, donc ce style en tresse, mais ce style en tresse, il pose aussi des problèmes d'ordre sécuritaire. Ce sont des rivières qui érodent leurs berges, ce sont des rivières, si vous laissez une tresse s'exhausser, vous allez aussi avoir des problèmes d'inondation.
Donc il faut aujourd'hui trouver des solutions qui permettent à la fois de satisfaire les enjeux d'ordre sécuritaire et environnementaux. C'est toute la problématique de la GEMAPI aujourd'hui qui se pose de manière concrète dans ce bassin versant. Juste peut-être, je peux amener un complément parce que c'est notre collègue Sabine Girard qui au LESSEM travaille là-dessus avec les collègues de l'UMRGO à Montpellier, Niels Ferrand, sur le projet SPER, sur cette partie-là. Et en particulier, comme l'a dit Frédéric, c'est de tester des démarches participatives dans le cadre de l'élaboration d'un SAGE, de sa révision, et en utilisant des outils, notamment de géographie, avec des cartes mentales, et pour raisonner, un peu comme le dit Frédéric, le fait que là on est sur un objet patrimonial et comment c'est appréhendé ou pas par les habitants et comment ça peut se traduire dans un outil de planification de la ressource. Voilà. Ok. Super. Merci. Attends, je crois Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Pierre-Aimar Biron du Vercors et la métropole. Est-ce qu'il y a un partenariat pour la Drôme avec la réserve des Ramières qui se cale parfaitement à ce phénomène de tresse? Et c'est une réserve nationale et qui mène des suivis sur la botanique depuis des années et des années. Alors il y a eu en effet des projets en partenariat étroit avec la réserve des Ramières. Donc il y a plusieurs aussi acteurs, scientifiques impliqués sur le site atelier qui participent notamment au conseil scientifique de cette réserve. Et je crois notamment qu'il y a eu des choses qui ont été faites, notamment en matière d'interaction nappe-rivière. Il y a eu un projet là-dessus, avec notamment l'utilisation des macro-invertébrés au sein du territoire de la réserve pour voir si ces macro-invertébrés étaient de bons indicateurs des échanges verticaux, hydriques, qui se produisent dans ce secteur-là. Donc il y a des liens en effet assez étroits avec la réserve. Jean-Baptiste Bosseron de Aster et puis Lac Sentinelle. Je suis géomorphologue aussi de formation et glaciologue, je suis là. Bravo pour votre travail super intéressant, je vous félicite, c'est passionnant. Une question que j'ai, vous montrez très bien l'intérêt de la géodiversité et son importance pour la biodiversité. Moi je regrette maintenant, en travaillant un peu plus avec les conservateurs de la nature, cette approche souvent très biocentrée des politiques de protection de la nature. En France, on a créé l'Agence française de la biodiversité. J'attends celle de la géodiversité ou d'une nature plus large, même si je sais qu'elle n'est pas loin en filigrane derrière. Et du coup, concrètement, est-ce que vous faites des études un peu sur ce lien? Moi, j'aime bien, étant géomorphologue ou glaciologue, j'aime bien ces rivières en tresse ou ces marches pour glaciaires parce que ça montre l'importance de la géodiversité sur la biodiversité. Alors concrètement, est-ce qu'il y a des études pour des inventaires de biodiversité et puis ce pont qui est fait entre le bio et le géo voilà. À ma connaissance, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Alors je crois que maintenant, on peut protéger des sites au titre de la géodiversité, justement. Il y a des arrêtés de biotopes et maintenant, il y a aussi des arrêtés de géotopes. Il me semble qu'il y a cette politique-là au niveau national et je pense que... C'est des cas très concrets, comme là, vous avez des rivières en tresse, vous faites le lien entre les deux et il y a des inventaires peut-être de biodiversité, ce genre de choses. Alors oui, ça concerne plus le dernier point là, où on a travaillé justement sur on a comparé en fait la diversité génétique de différents systèmes fluviaux caractérisés par une certaine variabilité en termes de gradients géomorphologiques, gradients sédimentaires, où on voit quand même des choses assez nettes apparaître en termes de structuration biologique. Il y a des interactions très fortes qui existent entre ces différentes dynamiques. Notamment, on a comparé des gradients de systèmes en tresse qui sont caractérisés par des tarissements sédimentaires plus ou moins marqués. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ce qui est véritablement le moteur de cette dynamique morphologique, c'est la quantité de sédiments produite au niveau des têtes de bassin. C'est vraiment ça le moteur du système. Je vous arrête. Donc Jean-Baptiste,
nous sommes écocentrés, donc nous n'oublions jamais la biotique. N'ayez pas peur. Et je laisse la parole à Julien. Oui, alors, donc Julien Emery, donc je suis enseignant-chercheur ici à l'IGE et je suis co-animateur de ce site atelier Arc-Isère avec Benoît Kamnen, donc de IRSTEA Lyon. Et donc ce site a été labellisé il y a une dizaine d'années, et donc on peut presque plus parler d'observatoire que de site atelier d'ailleurs, parce qu'on essaye de pérenniser donc une observation en continu, alors de deux variables qui nous intéressent particulièrement dans ce système, c'est les flux d'eau et les flux de matière en suspension. Donc ce qui a motivé la création de ce site, c'était en gros toutes les questions liées à la dynamique sédimentaire dans ce bassin versant qui est extrêmement aménagé, notamment avec les barrages hydroélectriques. Donc il y a énormément de retenues qui retiennent les sédiments, il y a des chasses, donc il y a des interruptions dans le transfert de sédiments. Et on a également aussi une grosse métropole, donc Grenoble, 500 000 habitants, avec des impacts potentiels en termes de pollution. Donc en termes d'observation, on a actuellement un emboîtement d'échelle de bassins versants qui vont de petite taille, 60 km² jusqu'à 12 000 km², donc c'est l'exutoire de l'Isère avant la confluence avec le Rhône. Et on a 8 stations hydrosédimentaires qui tournent en continu, avec des mesures donc, de hauteur d'eau et de débit associés avec des courbes de tarage, et des valeurs de turbidité en continu et donc d'estimation de matière en suspension. Donc ça nous permet effectivement sur une dizaine d'années d'avoir d'étudier en fait des événements particuliers de crues exceptionnelles, de laves torrentielles, de lâcher de barrages quand on fait des vidanges, etc. Donc on a quelque chose d'extrêmement précis en termes de qualification des flux. Donc pour vous illustrer ça, vous avez ici un événement qui a été mesuré sur les 8 stations. Donc c'est un événement de lave torrentielle, donc c'est des événements un peu exceptionnels qui se passent notamment au départ dans la vallée de la Maurienne. Donc c'est des orages très localisés qui viennent frapper des zones très, très érodables avec des départs de sédiments qui sont conséquents. Donc vous voyez ici le transfert ici c'est pas l'hydrogramme, mais le sédimentagramme, on va dire, depuis les zones très amont, ici la zone en violet, donc c'est l'Arvan ici dans la vallée de la Maurienne, donc 60 km². Et puis justement le cheminement de la réponse sédimentaire jusqu'au Rhône, ici à Cruas, donc qui est une station qui est juste à l'aval de la confluence avec l'Isère. Donc vous voyez ici qu'on a une très bonne observation des flux sédimentaires au cours d'un événement ici très particulier. Et donc ça nous permet d'aborder plusieurs questions de recherche sur ce site atelier. Donc tout ce qui concerne la métrologie, en fait on dit souvent qu'on est un peu un laboratoire à ciel ouvert, puisqu'on travaille en partenariat beaucoup avec EDF. Donc on est au courant quand il y a des chasses qui sont programmées. Et donc on peut développer sur le terrain de l'instrumentation et donc tester des mesures nouvelles mesures de matière en suspension ou de débit, etc. Donc ça c'est très très bien pour tester le matériel. Ensuite on traite les questions de flux sédimentaires, alors fins et grossiers également, notamment avec les partenariats EDF et puis la Compagnie nationale du Rhône, donc qui ont évidemment des intérêts à éviter que les barrages s'envasent et puis surtout un intérêt à vidanger les sédiments pour garder la capacité de stockage et de production hydroélectrique. Donc on a des partenariats assez forts avec ces opérateurs industriels. Sur les flux de contaminants aussi, on a des partenariats avec la communauté d'agglomération de Grenoble, l'agence de l'eau, et puis aussi avec d'autres laboratoires de recherche, donc le LCME à Chambéry ou encore avec le LECA, la petite collaboration qu'on a eue sur les nitrates dont on parlait un petit peu ce matin. Et puis des problématiques liées à la morphologie des rivières, donc qui est un peu redondant avec les questions traitées dans le site TRES, et qui parle d'engravement, d'exhaussement et surtout de végétalisation des bancs de sédiments qui se créent dans ce lit de rivière qui est extrêmement artificialisé, donc qui est contraint entre deux digues, puisque historiquement l'Isère est endiguée. Donc les sédiments ont tendance effectivement à s'installer. Et donc là, on a des collaborations ou des échanges, en tout cas avec les syndicats de rivières notamment. Donc je voulais juste illustrer une action de recherche, je ne vais pas tout lister ce qu'on a fait, mais c'est quelque chose qui a été fait récemment sur le lien entre justement l'hydrologie, la dynamique hydrologique, la dynamique sédimentaire et la végétalisation de ces bancs de gravier. Donc c'est un travail de thèse qui a été soutenu à la fin de l'année 2017, la thèse de Camille Jourdain, donc qui a travaillé sur la combe de l'Isère et qui s'est intéressé aux questions de l'installation de la végétation pionnière dans le lit de la rivière et de son élimination grâce à des débits qui viennent détruire la végétation ou des accumulations de nouveaux sédiments. Donc juste pour illustrer ça, vous voyez ici un dépôt de sédiments
extrêmement important après une crue, donc qui vient favoriser un terrain pour la colonisation de plantes. Vous voyez ici l'installation, donc ici c'est du peuplier blanc qui vient coloniser assez rapidement des zones qui se retrouvent exaucées et donc à l'air libre, et puis la création ici, vous voyez, de végétalisation qui peuvent être durables et qui posent des problèmes puisque ça rétrécit le lit de la rivière, donc ça augmente la ligne d'eau, donc ça pose des problèmes sur le risque d'inondation notamment, et des questions comme ça. Donc en termes de gestion, on essaye d'éliminer, d'empêcher que cette végétation ne s'installe. Donc la végétation peut disparaître par différents mécanismes qui sont ici résumés par 4 petits graphes avec le déracinement, l'enfouissement ici par des dépôts de sédiments plus fins, le déracinement par l'érosion, etc. Donc ça, ce sont des mécanismes qui sont directement liés à la dynamique hydrosédimentaire de la rivière et qui vont effectivement empêcher la végétation de s'installer ou en tout cas l'éliminer. Donc ces travaux ont permis, en suivant avec une imagerie historique et puis des placettes justement pour voir comment la végétation s'installait puis se désinstallait après des événements de crue. Donc cette étudiante a pu lister les différents types d'érosion au cours d'une fenêtre temporelle d'une vingtaine d'années pour savoir comment avaient évolué justement ces îles qui se forment et qui se déforment au gré de l'hydrologie. Donc voilà ici une image qui représente ici sur le côté droit une île installée et puis une érosion qui est effective après plusieurs années et plusieurs événements hydrologiques. Donc finalement ça ouvre pas mal de questions sur la dynamique sédimentaire sur cette rivière qui est extrêmement active, notamment comment les sédiments se déposent, comment ils sont repris avec l'hydrologie, et l'hydrologie notamment anthropisée, les interactions entre les sédiments grossiers et les sédiments fins, comment tout ça permet à la végétation de s'installer ou de disparaître. Et donc là il y a un nouveau projet, un projet financé par l'ANR qui commence, c'est le projet DAIR, donc qui est piloté par nos collègues d'IRSTEA, donc qui va s'intéresser à toutes ces problématiques de processus et de modélisation de ces processus hydrosédimentaires dans ce site d'études Arc-Isère. Voilà, donc ça c'était une illustration, si vous voulez, de la mise à disposition d'un dispositif d'observation pour des questions de recherche, donc là avec une illustration sur la végétation, mais on peut parler aussi de transfert de contaminants, etc. Donc ça ouvre peut-être les questions si vous en avez. Merci. Merci Julien. Allons-y. Marie-Pascale encore. Donc vous avez étudié les transferts de contaminants et puis vous parlez de végétation. Est-ce qu'il y aurait une étude sur les transports de graines d'espèces invasives ou sur l'installation d'espèces invasives dans ces gravières? Je pense à l'ambroisie ou la renouée. Voilà. Alors sur notre site, non. Après, je pense que sur d'autres sites de la Zabre, il y a des actions sur la renouée, notamment, me semble-t-il. Donc je ne sais pas si l'Isère est une zone à enjeu sur les plantes invasives. À ma connaissance, l'étudiante qui a identifié les espèces n'a pas spécialement relevé de renouée ou d'autres espèces invasives. Mais ça voilà, voilà, bon. En tout cas, je ne sais pas si cette partie-là, au niveau des îles, est propice à l'installation de ces espèces-là ou pas. Mais en tout cas, ces questions sont traitées dans d'autres lieux de la Zabre. Philippe ? Je ne pourrais pas en donner des détails, mais sur la renouée, je sais qu'il y a une fiche synthétique sur le site de la Zabre, si ça vous intéresse. C'était une étude centrée sur le bassin de la Saône, sauf erreur de ma part, mais ça doit être Saône-Rhône, c'est peut-être plus large maintenant. En tout cas, c'est une étude multi-échelle sur les paramètres qui favoriseraient l'installation de la renouée, qui a été couplée avec des observations en réseau qui étaient existantes suivant différentes sources dans le bassin. Donc c'est Aldrich Navratil de l'UMR 5600 qui a fait ça avec Florence Piola du LENA. C'est sur le site de la Zabre, vous trouverez un 2 pages clair. Philippe ? Oui, à propos des flux sédimentaires, je me demandais si vous aviez une idée précise de l'origine des sédiments que vous retrouvez dans ces enregistrements. Enfin, traçage source, c'est comme ça que tu dis, Jérôme? Et en d'autres termes, est-ce que finalement, au premier ordre, tout s'explique par ce qui se passe dans le lit de la rivière? C'est des reprises de sédiments, des choses comme ça. Ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, ouais, il faut quand même que je sorte du lit et que j'aille voir sur les bassins versants, s'il y a des reprises de phénomènes érosifs localement. Est-ce que ça contribue significativement au flux que vous mesurez ou est-ce que c'est peanuts, quoi? C'est un peu naïf peut-être comme question, mais
C'est toujours un peu l'interrogation sur la contribution finalement de ce qui peut se passer dans les écosystèmes de versants à ces flux que vous enregistrez. C'est notamment pas naïf, mais c'est complètement le cœur des questions, quoi. Donc là, en fait, notre emboîtement d'échelle, alors on n'a pas mis ces stations ici pour rien. C'est qu'en fait, l'Arvan, ici, il y a des zones très dégradées. Si vous allez voir sur le terrain, il y a des marnes noires. Donc en fait, il y a la quasi-totalité des sédiments de la Maurienne qui arrivent de zones comme ça très dégradées. Donc là, quand on voit ici les concentrations mesurées sur ce bassin versant, là, on est à 100 grammes par litre. C'est monstrueux. Ça fait partie des extrêmes qu'on mesure dans les écosystèmes aquatiques. Donc là, on les a identifiés quelque part, les sources. Après, entre ces sédiments qui sont arrachés au versant et puis les sédiments qui sont repris au cours de l'événement hydrologique ou même les sédiments qui sont relargués pendant les épisodes de chasse, ça, c'est des questions qu'on essaye de traiter. Par exemple, quand ils font les chasses d'une série de 3 barrages qui sont installés ici sur la Maurienne, on a estimé que ça remobilisait 10% du flux sédimentaire qu'on mesurait ici à Grenoble. Donc c'est relativement négligeable en proportion par rapport au flux naturel. Une crue naturelle transporte énormément de sédiments qui proviennent notamment des versants. Après, la reprise dans le lit, ça c'est vraiment des questions qu'on a du mal à aborder, et il y a à peu près que la modélisation qui pour nous permet justement de calculer ça, quoi. Mais il y a des travaux qui ont été faits, mais voilà, là je peux pas dire si c'est 5, 10, 15%, et c'est très événement dépendant aussi. Une autre question, sinon on laisse... Alors, Jean-Christophe et ensuite on laisse la parole à Sophie. Merci Jean-Christophe Clément du Cartel. C'est pour continuer la question de Philippe. En fait, est-ce que vous avez... alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de stations en amont, très en amont de l'Isère, enfin, surtout les micro-bassins versants, mais finalement, est-ce que vous avez été capable de relier le type de couvert végétal ou de land cover des micro-bassins versants avec les flux érosifs mesurés par vos stations, et finalement être capable de relier les deux données? Alors sur ce site-là, on a des cartes d'occupation des sols, mais on n'est pas assez petite échelle ou alors parcelle pour pouvoir traiter ça. Ces questions-là, on les traite sur d'autres sites, notamment dans les Alpes du Sud. On est investi aussi dans un autre observatoire d'Oscar, notamment Drexbleon. Donc là, c'est des plus petits bassins versants, c'est quelques dizaines ou quelques kilomètres carrés. Et donc là, on peut aller vraiment travailler sur les rigoles, sur les zones d'érosion, etc. Mais c'est vrai que sur ce site-là, vu qu'on s'intéresse quand même au corridor fluvial, jusqu'à maintenant, on n'est pas remonté aussi précisément sur la partie amont. Mais je pense que ça fait une bonne transition avec Sophie qui va prendre la parole maintenant, qui va parler d'un projet justement qui est en amont de notre bassin versant le plus amont, donc en amont de l'Arvan. Voilà. J'allais laisser la parole à Sophie, mais dis-moi. Très rapidement. Je voulais juste ajouter que les questions que vous posez là, il me semble évident que notamment dans les transferts bassins versants, cours d'eau, les choses deviennent super intéressantes quand on a des modèles de bilan hydrologique, et ensuite des modèles de bilan sédimentaire qui sont beaucoup plus compliqués que le modèle de bilan hydrologique. Et forcément, ça aide vraiment à faire le lien et à imaginer les liens qu'on peut avoir entre les différentes activités en jouant aussi avec les usages, etc. Sachant évidemment que tout modèle est faux et que bosser sur les incertitudes est compliqué. Je dirais, mon point de vue, c'est que sur les modèles de bilan hydrologique, il y a vraiment beaucoup de choses qui nous permettraient de travailler ensemble. Il y a des modèles hydrologiques à la fois à l'échelle du bassin versant, il y en a qui sont resserrés sur des têtes de bassin, Sophie va en parler un petit peu, où il y a aussi, on intègre la fonte glaciaire, la neige, etc., avec des modèles qui sont faits plutôt dans la région. Et il y en a en ville. Sur le sédiment, il y a encore beaucoup à faire, parce qu'ils sont plus compliqués à caler. Mais il y a aussi des approches de type statistique qui bossent, par exemple, pour comprendre les sédiments en place dans les rivières à l'échelle d'un bassin versant, qui sont assez intéressantes et qui montrent, par exemple, que d'après ces approches statistiques, le land cover serait peut-être moins important que, par exemple, la pente des bassins de versants et son hétérogénéité du fait des sources locales de sédiments. Donc ce type d'approche statistique aussi est intéressante. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est que quand on a ces modèles de bilan hydrologique et sédimentaire, là, on peut imaginer plein de choses intéressantes dans les couplages. Je laisse la parole à Sophie. Quand même, n'oublie pas que les lacs sont parfois des pièges de sédiments fins amont intéressants. Je ferme la parenthèse. Tu risques d'oublier.
Sophie? Oui, merci. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Sophie Covy, je suis chercheuse à l'IRSTEA de Lyon depuis 1 an et demi. Et donc moi ma spécialité c'est plutôt l'éco-hydrologie et je m'intéresse pas mal aux écosystèmes aquatiques dans les bassins versants de montagne. Alors écosystèmes aquatiques c'est plutôt les cours d'eau, pour l'instant je travaille pas trop ni sur les lacs ni sur les zones humides. Et je m'intéresse en particulier aux communautés d'invertébrés benthiques. Et en particulier à l'effet de l'influence des glaciers sur ces communautés aquatiques dans les rivières glaciaires. Alors, il y a plusieurs méthodes un petit peu pour essayer d'étudier vraiment quelle va être la réponse de la biodiversité aquatique face au retrait des glaciers. On peut s'amuser à comparer entre des rivières glaciaires et non glaciaires. On peut faire un peu des expériences en, par exemple, déviant un petit peu une rivière et en diminuant un peu le débit des rivières glaciaires. Mais le mieux, ça reste encore les suivis long terme sur vraiment l'évolution des communautés, alors dans mon cas plutôt invertébrés aquatiques, mais ça peut être d'autres choses, donc au cours des années et au fil des retraits glaciaires. Alors le problème c'est que, bon déjà c'est long, et finalement quand on regarde dans le monde, il n'y en a pas tant que ça qui existe. Il y a des Anglais qui ont, notamment un chercheur qui s'appelle Milner, qui a pas mal travaillé en Alaska, et il y a une série qui existe sur les invertébrés et les poissons depuis 30 ans. Il y a un site sur 10 ans en Nouvelle-Zélande, un site sur 10 ans en Suisse. Les mêmes Anglais qui travaillent dans les Pyrénées, notamment. Il n'y a pas beaucoup de Français qui travaillent sur les organismes aquatiques dans les rivières influencées par les glaciers dans les Pyrénées. Mais par contre, il y a les Anglais parce qu'ils n'ont pas de glaciers chez eux. Et par contre, il n'y a rien dans les Alpes françaises, en tout cas. Donc quand je suis arrivée à l'IRSTEA il y a 1 an et demi, donc l'IRSTEA est quand même assez spécialisée sur les suivis sur le long terme. Je me suis dit, il faut absolument commencer de suivre ces écosystèmes maintenant. Alors, pour la petite histoire, avant j'étais en Amérique du Sud, donc je ne connaissais pas très bien les systèmes dans les Alpes françaises. Donc quand je suis arrivée, je me suis un petit peu intéressée au niveau des choix des bassins versants, déjà où étaient suivis les glaciers. Donc les glaciers notamment de Glacioclim, qui inclut le glacier blanc bientôt, Gébrula et Sarenne. Et donc je me suis un petit peu installée dans ces bassins versants, avec Gébrula donc, qui est dans le parc national de la Vanoise, le glacier blanc dans le parc national des Écrins, et Sarenne qui est le tout petit glacier là qui va bientôt disparaître. Alors Sarenne, c'est vrai que ce ne sera pas un suivi sur 30 ans, puisque je pense que le glacier va disparaître d'ici 5 ans, mais par contre ce sera la première étude qui va vraiment regarder comment va évoluer la communauté d'invertébrés aquatiques jusqu'à la mort du glacier. En vrai, ce sera la deuxième étude parce que j'ai fait la même chose en Équateur, mais on va pouvoir comparer. Alors, comme vous pouvez le constater là sur les photos, on voit bien que les cours d'eau sont assez différents, au moins en termes de clarté de la rivière. Donc, l'idée, c'est que avec la fonte du glacier, on va d'abord avoir une augmentation du débit de fonte jusqu'à un certain seuil, et après une diminution. Et au niveau local, vraiment, les rivières ont des conditions vraiment spécifiques pour la faune, très turbide, qui est due à la farine glaciaire, plutôt froide, mais surtout une variabilité très très forte. Donc on retrouve vraiment des communautés d'invertébrés qui sont adaptées à ces cours d'eau. Et la question c'est qu'est-ce qui va se passer avec la diminution de la fonte. Donc ça c'est plutôt pour les suivis long terme. Dans ces 3-4 bassins versants, l'idée c'est de faire des échantillonnages d'invertébrés, mais aussi suivre les conditions environnementales et hydrauliques 1 fois par an, le long d'un transect d'altitude, et aussi comparer avec une rivière non glaciaire pour avoir une référence. Donc ça c'était pour le projet plutôt suivi long terme. Et alors un deuxième projet que je voulais présenter, ouais, vas-y. Donc ça c'est un projet qui est financé dans le cadre de l'accord cadre ZABRE Agence de l'eau sur le site Atelier Arc-Isère, donc en amont de Saint-Jean-d'Arve que vient de présenter un petit peu Julien. Et là c'est plus du tout à l'échelle locale vraiment du cours d'eau, mais c'est plutôt un peu plus intégratif au niveau du bassin versant. Et l'idée c'est que en réalité, ces bassins versants de montagne, ils englobent, selon moi, la plus grosse hétérogénéité des types de rivières. Alors, ok, pas les fleuves, il faut peut-être redescendre un peu, mais on a vraiment une diversité très très grande en fonction des différentes sources d'eau, que ce soit fonte de glace, fonte de neige, pluie, source.
et les mélange, et ça fait des mélanges dans le temps, puisqu'on a d'abord fonte de neige, fonte de glace, pluie, et puis après pas mal de rivières qui s'assèchent aussi. En plus de ça, on a différentes pentes et différents apports en matière organique. On se trouve vraiment près du glacier où il n'y a vraiment pas grand-chose à manger pour les invertébrés, en tout cas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et puis il n'y a pas beaucoup d'apports par les rives. Et après, en redescendant, on a un peu plus d'apports de végétation, puis après, au niveau forêt. Donc on a vraiment un gradient environnemental au niveau source, hydrologie, environnement et matière organique assez fort. Et associé à ça, des communautés d'invertébrés qui vont être aussi très différentes. Alors, l'idée de ce projet, c'est déjà d'essayer de comprendre vraiment quels sont les paramètres environnementaux qui structurent le plus ces communautés. Et après, le but, ça va être vraiment d'identifier quel va être l'effet des altérations hydrologiques sur ces écosystèmes. Alors, au sein de ces bassins versants, on a plusieurs types d'altérations. On a évidemment la fonte des glaciers, comme on vient de parler, et puis après, captage d'eau pour, en règle générale, eau potable, station de ski, et puis après les microcentrales. Donc on a un petit peu un boom de microcentrales dans les régions alpines actuellement. Et à ma connaissance, en ce qui concerne les stations de ski, il n'y a pas vraiment, en tout cas, je n'ai vu aucun article sur l'effet de l'altération de l'eau pour la neige de culture sur les écosystèmes aquatiques, en tout cas dans les cours d'eau. Donc l'objectif de ce projet, c'est au niveau de ce petit bassin versant, estimer les ressources en eau disponibles et quelle est la contribution du glacier dans ces ressources en eau, estimer les prélèvements des deux villages Saint-Jean-d'Arves et Saint-Sorlin-d'Arves, et après faire une description des communautés et faire le lien entre hydrologie, hydraulique et invertébrés, et voir quels sont les impacts les plus forts. Alors, j'ai complètement oublié de dire les partenaires. Et donc, dans les premiers projets que j'avais présentés, c'était pas mal avec, désolé, hein, avec les parcs d'Avanoise et des Écrins et l'IGE et le CEN. Et là, c'est aussi l'IGE, l'IRSTEA et le CEN, et bien sûr la ZABRE et l'agence qui sont inclus. Merci Sophie. On est déjà à la bourre, mais on peut prendre une ou deux questions pour Sophie. Bon, évidemment, je pense que là, la connexion avec ce qui se passe dans la zone des Alpes est quand même assez évidente. Elle est déjà manifeste de toute façon. Merci, c'est encore moi. La description des communautés aquatiques, ça c'est de quelle nature? C'est de la génétique? C'est de la morpho? Taxonomique là, pour l'instant. De la taxonomique. D'accord, merci. Et c'est un choix qui risque d'évoluer ou tu envisagerais d'utiliser des méthodes plutôt biomol? J'envisage J'ai besoin d'un ami qui fait de la biomoléculaire, mais... mais tu peux en trouver. Du coup, j'en profite. Il y a une problématique avec les stations de ski, enfin surtout l'accès aux stations de ski, c'est le salage des routes. Et comment tu prends ça en compte dans tes études par rapport à la qualité de l'eau? Voilà. Ok. Alors pour l'instant, je ne le prends pas en compte, mais j'ai discuté avec un collègue notamment en Autriche et on avait pensé monter un projet peut-être intra-Alpes, inter-pays, où on pourrait effectivement regarder ça et voir déjà au niveau physique, sans forcément prendre en compte la bio, quel est l'effet. Et après, justement, dans ce bassin versant-là et dans le bassin versant de la Vanoise, c'est assez rigolo parce qu'il y a une diversité encore plus forte puisqu'on a des sites turbides avec influence glaciaire et non glaciaire et des sites avec faible et forte conductivité glacée et non glacée. Donc là, on va commencer déjà à regarder si la conductivité a un effet sur les bestioles. Je peux pas dire plus là. Ok, merci Sophie. Je propose, on va peut-être assez vite conclure, c'est toi qui vas nous dire. Mais on voit quand même sur ces exemples de projets à la fois comment qu'il y a quand même une activité qui est plutôt portée par la ZABRE sur les territoires alpins, ce qui n'est pas une révélation, hein, on sait bien que ça existe, qu'elle est notamment très centrée autour de l'eau. Alors, il y a un cas particulier, c'est la place particulière des lacs, puisque finalement la partie lac Sentinelle est
plutôt rattachés donc les lacs d'altitude, on va dire, à ce qui se fait dans la zone atelier Alpes, et plutôt les lacs, les grands lacs du réseau plutôt dans la Zabre, mais on voit bien que cette coupure, elle est parfois un peu artificielle, naturellement. En termes par contre de dispositif, elle n'est pas artificielle, hein, mais scientifiquement, elle peut l'être. On voit que, par contre, globalement, nous, j'aurais tendance à dire qu'on est parfois en déficit sur les études sur le flux. Par contre, on mobilise un certain nombre d'outils que classiquement, vous utilisez peut-être moins sur des questions de mise en place de placettes, de protocoles, où je pense qu'il y a des échanges à faire. Donc, il y a aussi des échanges sur un certain nombre de sites particuliers sur lesquels il y aurait des interactions à construire. Et puis, il y a peut-être aussi des échanges. Donc, je l'ai évoqué un peu avec les questions un peu méthodologiques, mais par exemple, c'est vrai qu'il y a une tradition qui est d'ailleurs en partie grenobloise, mais qui est de la suivi par imagerie, que vous mobilisez beaucoup et que peut-être nous on n'utilise peut-être pas beaucoup. Enfin, ça pourrait d'ailleurs être corrigé par certains d'entre vous, hein. Mais bon, j'ai l'impression comme ça que c'est moins le cas. Mais qu'on peut aussi imaginer que des ponts peuvent se faire peut-être d'autres natures. Nicolas, je pense que tu voulais un peu aussi donner ton point de vue sur ces relation. Alors maintenant sur la façon de faire pour continuer de construire ensemble, on ne va pas la définir aujourd'hui, mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est déjà sur une volonté, ce qui est important. Il y a une volonté, et puis on se voit déjà régulièrement et on va se revoir. Je pense de façon évidente, quand il commence à y avoir des choses sur sites communs, c'est effectivement bien de penser à une animation des sites qui permet, entre guillemets, d'avoir les deux logos, mais surtout de s'inviter les uns les autres à cette animation de site. On essaye sur la ZAB d'avoir une réunion annuelle sur chacun de nos sites ateliers. Alors bon, on n'y arrive pas toujours, mais on essaye. Réunion où la recherche co-construit avec les partenaires, où on échange. Et là, quand on commence à avoir des sites sur lesquels il y a des projets communs, on peut s'inviter. C'est pas... Parce qu'on sait tous qu'on évite de multiplier le nombre de réunions, mais quand c'est sur les sites où on travaille et qu'on parle de l'équipement qu'il y a sur ces sites, des mesures de débit, des bestioles, des glaciers, de l'usage des sols, etc., ça nous intéresse tout de suite. C'est les sites qu'on connaît et sur lesquels on bosse. Donc ça, je crois que c'est une première chose qui est assez facile, c'est-à-dire bien repérer des sites, je pense à l'Arve en particulier, sur lesquels Sophie travaille aussi un petit peu, sur Arc-Isère, c'est possible aussi, où il y a des projets qui commencent à être en commun ou des intérêts communs, de bien les partager entre guillemets, au moins au niveau de l'animation. Et puis ensuite, effectivement, repérer des thématiques transversales comme celles que tu as citées d'un point de vue méthodologique, sur l'imagerie, sur l'ADN environnemental, sur le traitement d'analyse de données spatiales, où effectivement on peut penser à partager aussi ces animations, soit bilatéralement, soit un peu plus large au niveau du réseau des zones ateliers. Voilà. Après, on peut penser plus. Non, mais juste une petite remarque par rapport à ça. Désolé. Bon, on avait quand même, il y a 1 an et demi, l'ambition vraiment de se retrouver sur des terrains communs. Ces terrains communs, on les avait appelés les rivières sentinelles. Bon, je mets un peu les pieds dans le plat. Donc, pour différentes raisons, ça n'a pas pu se mettre en place dans le cadre de Sentinelles des Alpes. Je le regrette personnellement. Parce que je crois qu'il y avait là vraiment le terreau pour faire des choses plus approfondies ensemble. Je crois qu'il faut s'interroger aussi par rapport à nos financeurs, à nos décideurs, etc. Est-ce qu'on est sur des objets ou des questionnements trop exotiques pour que ça intéresse vraiment en particulier, je pense, ce lien géo-bio, qui à mon avis, est, comme tu l'as signalé, Jean-Baptiste, qui est vraiment ce qui manque actuellement dans ce que l'on fait sur les Alpes et qu'on pourrait vraiment illustrer avec ce type d'observation là par exemple sur les rivières en tresse, mais il y a peut-être d'autres, ou sur les systèmes de marche glaciaire. Donc est-ce que c'est des questionnements qui sont pas suffisamment dans les sillons, dans les canaux de financement habituels? C'est un peu ça aussi la question, c'est-à-dire que je crois qu'il faut qu'on arrive à montrer qu'il y a un réel intérêt, une réelle plus-value à travailler sur cette hybridation d'une certaine façon entre le monde des hydros et puis le monde de la biodiversité ou les sciences de la biodiversité, et essayer de convaincre aussi nos
nos financeurs, les décideurs, que voilà, il y a quelque chose à réaliser là. Dans cette mouvance, Sentinelle des Alpes ou autre, mais voilà. Très rapidement, je voulais juste dire oui, j'ai pas évoqué les perspectives possibles dans le cas de Sentinelle. C'est évident que sur ce lien géodiversité, biodiversité, qu'on peut voir dans les rivières en tresse, mais qu'on peut voir aussi dans les bassins sous influence glaciaire, avec toute la diversité environnementale dont a parlé Sophie, et la diversité biologique qui potentiellement y répond au niveau, par exemple, des comités d'invertébrés, mais pas que. Effectivement, ça c'est une question pour l'AFB et pour vous, de savoir s'il y a un intérêt de construction de ces choses-là qui peuvent être aussi discutées en interne, je pense à l'AFB en particulier, entre les gens qui sont plutôt aquatiques et les gens qui sont plutôt terrestres, évidemment. Au niveau des parcs, peut-être que le premier essai d'inclure des rivières sentinelles dans le projet Sentinelle, c'était pas complètement mûr, notamment sur aussi l'implication et les liens possibles avec les différents dispositifs. Sur ces questions-là, des questions de sciences participatives, par exemple, seraient très intéressantes au niveau de la surveillance des sites, etc., sur la géodiversité, biodiversité. Effectivement, il y a un intérêt pour nous de savoir si vous, les partenaires, c'est des choses, des axes qui vous intéressent, et à nous, à ce moment-là, sur ce que vous construisez avec le livre blanc ou les projets futurs, d'inscrire quelque chose là-dedans qui irait dans cette voie, évidemment. Peut-être une dernière question, Ouais, j'ai 3 remarques. Samuel Morin, chercheur à Météo France, et je travaille au sein d'études de la neige. J'avais 3 remarques. La première, c'est à l'intérieur des disciplines, il y a encore des tas de ponts à établir, parce que ce qui paraît évident est loin de l'être. Et en particulier, moi, je ne suis pas au courant de l'existence d'un modèle hydrologique qui tienne compte de façon cohérente des glaciers, de la neige et du routage. Et ça, c'est pas forcément un défaut uniquement à Grenoble. J'emploie le mot défaut à dessein. Même à l'échelle internationale, c'est des choses où il y a encore des comités d'hydrologues d'un côté, de glaciologues de l'autre, et de nivologues quelque part entre les deux. Et il y a encore beaucoup de progrès à faire sur ce plan. Deuxième chose, je pense que raisonner par terrain, c'est une très bonne idée. Mais alors, si on commence à regarder des zones et dire on va se ressembler, mais alors, au bout d'un moment, on serait tenté d'étendre encore plus et de dire mais il y a des terrains dont on a parlé, la haute vallée de l'Arve, mais dans ce cas-là, il faut aussi parler risques naturels, il faut aussi parler de pollution de l'air. Enfin, au bout d'un moment, si on a une approche vraiment par terrain pour que les gens se rassemblent à ce niveau-là, ça devient beaucoup d'acteurs scientifiques sur le même endroit. Mais peut-être dans ce cas-là, ça peut être aux collectivités ou ça peut être aux acteurs de terrain d'être force d'invitation pour mobiliser les communautés de recherche sur leur territoire. D'inverser un peu la logique où l'invitation est souvent l'initiative du monde académique pour ce genre d'événement, et que là, il y a des réunions plutôt territorialisées. Et dernier point sur le spatial, juste pour rappeler ou pour mentionner à ceux qui ne le savent pas, qu'il existe un projet qui s'appelle Calideos Alpes, qui justement a pour vocation de mettre à disposition des communautés de recherche et opérationnelles, et en fait quiconque le veut. C'est un projet porté par le CNES, qui met à disposition des données télédétectées, dont certaines ne seraient pas accessibles autrement, tellement elles coûtent cher et tellement leur acquisition est compliquée à envisager. Donc voilà, c'est une ressource à aller voir pour qui travaille dans les Alpes et dans les Alpes du Nord en particulier, avant toute chose, quand on veut faire du spatial, parce qu'il y a très probablement des données auxquelles vous n'avez pas pensé qui sont disponibles par cette plateforme. Ok. On va s'arrêter là. Vincent, allez, Vincent, je te laisse la parole rapidement, sinon je vais me faire engueuler. Que nous, au niveau des parcs, et je pense que les écrins avec le Lovitel, c'est un peu pareil, on essaye justement avec nos sites un peu ateliers propres à nos territoires à travailler dans ce sens-là. Puisque donc Sophie, donc, comme elle l'a présenté, a commencé à travailler sur les rivières du site des Alus, voilà, qui est un des sites qu'on essaye de mettre en avant au niveau de la recherche. Et ce site-là intègre déjà un lac Sentinelle, intègre Glacioclim avec le glacier de Gebroula, et on devrait implanter, une fois que dès l'année prochaine, des placettes du style Alpage Sentinelle pour aussi avoir ce même type de référence. Donc voilà, on essaye, je pense aussi nous de notre côté, d'essayer de mutualiser, de fédérer un petit peu toutes ces recherches sur quelques sites que nous on appelle sites de référence, mais voilà, qui sont mis aussi en avant par l'AFB au niveau national. Ok. Merci Vincent, je crois qu'on va s'arrêter là. De toute façon, le chantier est ouvert, donc on va pas régler l'affaire ici. Je pense que l'idée quand même de maintenir
entre ces deux dispositifs qui s'emboîtent en partie, des relations et donc des espaces de discussion un peu actifs, quoi. Je pense que c'est une nécessité de toute manière pour tous. Donc voilà, je pense qu'il faut poursuivre ce boulot-là. Merci. Merci à vous.